Bonjour à tous. Heureux de vous avoir parmi nous pour ce panel qui s'inscrit dans le cadre de nos événements off du Forum FinTech. Notre sujet aujourd'hui, êtes-vous prêts pour la nouvelle loi sur les renseignements personnels, les impacts pour les FinTech et les grandes entreprises? Je me présente, Sébastien Boisjoli, vice-président FinTech et Innovation technologique chez Finance Montréal. J'ai le plaisir d'être accompagné par 4 panélistes aujourd'hui issus de notre écosystème FinTech et dont les organisations sont très impliquées au sein de Finance Montréal et de la station FinTech. Je vais vous les présenter sous peu et je les remercie d'être avec nous aujourd'hui. Comme vous le savez, notre public est très large lors de nos conférences et c'est tant mieux. Et c'est dans ce contexte-là que le panel tentera aujourd'hui de vulgariser, vous informer, vous préparer, vous faire réfléchir et communiquer quelques conseils pour mieux se préparer aux impacts de la modernisation de la loi sur la protection des renseignements personnels. Comme vous le savez, cette loi-là est vraiment sur toutes les lèvres. La réforme du régime juridique qui est visée par la loi 25, et on peut se le dire, là, mieux connue sous son appellation précédente, PL 64, amènera de grands changements pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème du secteur financier, les FinTech et également les grandes entreprises. Aujourd'hui, nos 4 panélistes, et on est chanceux, sont issus des startups en FinTech, de la grande entreprise du secteur financier, de cabinets conseils et du secteur juridique. Ils vont partager avec vous leur expérience pour nous permettre d'en apprendre davantage sur les impacts, les enjeux, aussi les pistes de réflexion et de solutions pour être bien préparés à ces changements. Le Québec est vraiment une juridiction qui se positionne très rapidement en Amérique du Nord par rapport aux autres avec cette loi et il y a lieu, à notre point de vue, d'y voir une opportunité pour nos startups et nos institutions financières, une vraie opportunité pour être au devant de la scène et démontrer qu'une saine gestion des renseignements personnels peut amener des entreprises à innover. Donc, sans plus attendre, je vous présente vos panélistes. Maître Vanessa Henry est avocate chez Fasken. Elle se spécialise en droit de la protection des données personnelles et de la sécurité de l'information. Dans le cadre de sa pratique, elle conseille des organisations sur, entre autres, l'opérationnalisation de concepts connexes comme la protection de la vie privée et la sécurité de l'information. Vanessa aide aussi les organisations, plus particulièrement celles des technologies émergentes, à gérer de manière préventive les risques juridiques relatifs aux données, évidemment afin de donner un climat de confiance aux clients, puis acquérir des avantages concurrentiels. Madame Annie Bergeron est une associée en consultation chez EY. Au cours des 20 dernières années, Annie a accompagné principalement des institutions financières dans la définition de stratégies d'entreprise et la mise en œuvre de transformations d'envergure transversale qui inclut la protection des renseignements personnels. Et Annie travaille au quotidien avec des grandes entreprises justement pour les aider à se préparer à la loi 25. Monsieur Pierre Miron est vice-président exécutif et chef de la transformation de IA Groupe Financier. Pierre est responsable, je dirais, de l'orchestration et du pilotage du Bureau de la transformation. Il a aussi pour mandat de procéder à la simplification et à l'efficience de son organisation pour clarifier des rôles et les mandats des différents secteurs, mais aussi de s'assurer qu'il y ait un alignement stratégique pour maximiser l'atteinte des objectifs de la transformation numérique chez IA. Pierre possède 38 années d'expérience en technologie de l'information, dont les 27 dernières dans le secteur financier. Il a travaillé, entre autres, à la Caisse de dépôt et placement, chez CGI, à la financière Banque nationale. Et évidemment, il est un membre du Conseil d'administration de Finance Montréal, je tiens à le souligner, et membre du comité exécutif. Alain est cofondateur et président de LexRock AI. Depuis au moins 25 ans, Alain est vraiment un leader impliqué dans l'écosystème des technologies de l'information. C'est un expert dans l'univers de la transformation numérique, entre autres, de la gestion de l'information et du traitement automatique des langues naturelles. En 2019, il a cofondé LexRock AI, une start-up qui commercialise une plateforme qui utilise l'intelligence artificielle et qui permet, entre autres, l'analyse, l'extraction et la comparaison d'informations provenant de documents qui sont non structurés, destinés, entre autres, au secteur financier. LexRock est une de nos startups qui est établie à la station FinTech et qui exerce au quotidien ses activités comme plus de 25 autres. Je suis très heureux d'avoir ces gens-là dans le cadre de notre panel.
Et sans plus attendre, puis afin de débuter notre conversation, on trouvait ça important de notre côté de prendre quelques minutes avec Vanessa pour statuer, je dirais, sur certains concepts relatifs à la loi, donner les grandes dates et les grands changements. Donc, merci à vous et Vanessa, je te cède la parole. Merci beaucoup, Sébastien. Et oui, j'ai le plaisir de parler des aspects juridiques. Donc, ça va être un petit peu mon rôle aujourd'hui en tant qu'avocate. Je vais prendre le temps de vous donner un petit peu plus d'informations sur la mise en vigueur de la loi, parce que c'est une mise en vigueur qui se trouve à être progressive. Donc, ce n'est pas étranger à ce qu'on a vu en Europe. Par contre, en Europe, du côté de l'Europe, on parlait plutôt d'une mise en vigueur dans un délai de 2 ans. Donc, c'était la loi en entier qui était retardée pour 2 ans. Au Québec, on avait déjà une loi qui était existante, donc c'est un amendement à la loi existante, donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau ici. Et comme la loi était déjà existante, mais d'abord, la première chose que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a des obligations qui sont d'ores et déjà en force, voire même depuis plus de 30 ans. Donc, il y a des choses à l'intérieur de ça qui ne sont pas nouveaux. Ceci étant dit, on a une mise en force progressive qui vise, dans un premier temps, à rendre les obligations qui étaient déjà disponibles dans la loi, déjà obligatoires, plus effectives. Donc, la première étape d'entrée en vigueur de la loi, elle arrive rapidement. Donc, ceux qui n'ont pas commencé, le mois de septembre 2022, donc c'est dans quelques mois, quelques semaines, voire même. Et ces premières étapes-là, quand on y pense, sont très logiques. On commence à parler de les obligations par rapport à la notification des incidents de sécurité. On comprendra que sans obligation de notifier, d'informer les autorités ou les individus par rapport à ces incidents de confidentialité-là, mais c'est très difficile pour le législateur de prendre action, pour les individus de se protéger et voire même pour nous d'avoir une compréhension de ce phénomène social-là qui sont les brèches à la vie privée et incidemment les attaques de cybersécurité. Parce que ce qui est important de comprendre, c'est que dans cette première étape-là, on vient donc définir au Québec qu'est-ce que ça veut dire un incident de confidentialité. Et là, j'insiste par au Québec parce qu'au grand désarroi de certaines compagnies, ce n'est pas exactement la même définition qu'on retrouve au fédéral ou encore qu'on retrouve sous la RGPD. Par exemple, un incident de confidentialité sous la RGPD va inclure la perte de disponibilité. Là, on peut penser aux fameux hôpitaux qui, par exemple, n'ont pas accès à leurs données durant un rançongiciel. Alors, on va considérer qu'il y a accès ou non aux données, que c'est une brèche de vie privée parce que ça vient affecter les individus qui, eux, sont potentiellement dans une salle d'opération à ce moment-là. Au Québec, on insiste beaucoup plus sur la notion d'incident de confidentialité. Donc, voyons, on lui a donné une définition qui est un petit peu différente. Ceci étant dit, on couvre quand même la perte de la donnée. Et là, bien là, avec le temps, comme vous savez, avec les principes juridiques qui vont se développer, les lignes directrices, les poursuites peut-être, on va avoir un petit peu plus de détails sur qu'est-ce que ça veut dire un incident de sécurité. Et on introduit, évidemment, ce n'est pas tous les incidents qu'on va aller aviser le législateur ou les individus parce qu'il y a des choses qui peuvent être très bêtes, comme malheureusement, un certain employé dans le corridor a parlé à un autre employé. Alors, je vais faire une intervention en gestion des ressources humaines, mais je ne vais pas nécessairement aller aviser le législateur qui, lui, sinon, va être complètement débordé à essayer de faire le tri de tout ça. Alors, on vient établir également un certain niveau de risque pour permettre de définir quand et comment on va aller faire cette notification-là. Alors, vous voyez, la première étape fait beaucoup de sens et évidemment, bien avec ça, les pouvoirs de la Commission d'accès de l'information. Donc, jusqu'à aujourd'hui, elle n'en avait très peu, ce qui n'est pas étranger à la situation qu'on a en ce moment au fédéral. Donc, au fédéral, aujourd'hui, le commissaire à la vie privée ne peut pas par lui-même, comme on se voit en Europe ou comme on le voit avec le Federal Trade Commission aux États-Unis, aller imposer des amendes de 30 millions de dollars parce qu'il y a une non-conformité. Ils peuvent faire des enquêtes, publier les résultats, puis après ça, ils peuvent décider d'aller en cours s'ils ont l'intérêt de le faire. Donc, c'est un processus qui peut prendre plusieurs années, évidemment, qui n'est pas très effectif au niveau de la prévention. La Commission d'accès à l'information va se voir octroyer des pouvoirs qui sont
comment je dirais, qui sont très larges, mais qui ne sont pas étrangers à d'autres systèmes de droit, comme le droit de la compétition ou le droit de la protection des consommateurs, dans lequel on va avoir des droits d'audit, on va avoir des droits, par exemple, justement, si on a un incident de confidentialité, on doit appeler la Commission d'accès à l'information, elle va pouvoir se saisir d'une enquête, elle va pouvoir mettre en place des sanctions administratives, monétaires, elle va pouvoir par elle-même prendre des actions. Donc, elle passe d'organisme de surveillance à organisme de mise en force, ce qui va nous permettre de voir notre loi, qui est quand même là depuis plusieurs années, se déployer et être mise en place de façon quand même efficace. Et là, pourquoi je dis ça? Le ministre s'est bien annoncé de façon claire et précise. Ils ont l'intention de la mettre en place. Ils ont l'intention de prendre action contre les compagnies qui sont négligentes. Ce n'est pas un changement de forme qu'on peut juste laisser aller. Ils se préparent effectivement, comme ça se fait dans d'autres pays, à avoir les capacités de faire ces enquêtes-là, avoir les capacités de répondre aux plaintes des individus, de faire des inspections et voire même de mettre des ordonnances ou faire des poursuites pénales s'il le faut. Donc, ça, c'est vraiment la grosse partie qui rentre en force parce qu'elle permet aux autres aspects de la loi elle-même d'avoir du mordant. Et au fil des années, après ça, que ce soit en 2023, en 2024, va venir d'autres obligations qui sont des obligations proactives des entreprises. Donc, qui demandent des efforts en particulier de la part des entreprises et un peu moins de la part du législateur ou un peu moins de la part des individus. Donc, par exemple, en 2023, on va devoir avoir des cédules de rétention des données. On va devoir publier sur notre site Internet non pas juste l'avis de transparence qui, par ailleurs, existe depuis 30 ans, mais même une description de qu'est-ce qu'on fait réellement pour bien traiter les renseignements personnels. On va devoir avoir nommé un responsable de la protection des renseignements personnels. Et d'ici 2024, on va avoir des droits qui sont plus complexes de mise en application, comme le droit à la portabilité des données, le droit à la désindexication des données, qui est une version québécoise du droit à l'oubli, ou encore qu'on va appeler le droit à la suppression des données en Europe, et qui s'applique très largement. On le pense, on va en parler peut-être un peu plus aujourd'hui, mais on pense que ça va être un champ d'application qui va viser les données publiées plus publiquement. Mais encore une fois, on verra qu'il y a quand même des inquiétudes ou en fait des choses à clarifier du côté de l'intelligence artificielle par rapport aux données qui vont se trouver dans ce qu'on appelle en bon français un dataset. Alors, c'est une loi qui entre en force au fur et à mesure. Et c'est important de comprendre qu'à travers tout ça, dans l'étape 1 en 2022, le gros du travail, c'est la Commission d'accès à l'information qui va l'avoir parce qu'on s'attend qu'il publie plusieurs lignes directrices pour venir clarifier certaines des articles, voire même des règlements, parce que la loi se garde même de façon explicite le droit de publier des règlements, notamment par rapport à l'anonymisation et la dépersonnalisation des données. Donc, c'est un système qui va continuer de bouger au fil des prochaines années et qui va se personnaliser au Québec et à nos besoins et également à notre système juridique qui demeure unique et différent de celui de l'Europe. Entre autres, on est un des seuls pays dans le monde qui a une charte des droits et libertés qui s'applique chez l'employeur. Alors, quand je dis pays, je veux dire province, parce que ce n'est pas vrai dans le reste du Canada. La Charte des droits et libertés du Canada ne s'applique qu'au public. Alors, nous, au Québec, on est dans une situation différente. On a un droit à la vie privée, même à l'emploi. On a des pénalités, des dommages punitifs qui sont déjà prévus. On a une commission des droits et libertés de la personne qui est aussi apte à agir. Alors, on doit conjuguer tout ça en voulant faire plaisir à nos amis en Europe, en voulant pas faire peur à nos amis aux États-Unis et en prévoyant que les autres provinces vont devoir s'arrimer. Donc, c'est un système en mouvance qui est très intéressant à suivre et dont on n'aura pas fini d'entendre parler dans les prochaines années. Merci, Vanessa. Très apprécié. Pour lancer le bal, je vous dirais, bon, on sait que les startups et les grandes entreprises, c'est des sociétés qui sont assez différentes en taille.
Mais au niveau des grandes entreprises, je vous dirais, Pierre et Annie, quelles sont les étapes d'implémentation pour opérationnaliser la loi, là, puis faire en sorte que il faut réfléchir tout de suite, puis on a des mesures, puis on a des actions à prendre. Donc, quels sont de votre côté les conseils, puis les façons de faire que vous voyez dans vos organisations, dans les organisations? Si je peux me permettre de commencer, Oui, Annie. vas-y, Pierre. Donc, premièrement, bonjour à tous et à toutes. Ça fait plaisir d'être avec vous ce matin. Quand on décortique le projet de loi pour une grande entreprise comme la nôtre, il faut comprendre d'une part qu'on ne part pas de zéro. On a déjà un environnement de protection des renseignements personnels, en plus de la Commission d'accès à l'information que fait référence tantôt, Vanessa. Il y a aussi les obligations pour une entreprise financière à répondre aux obligations des régulateurs, que ce soit l'AMF, le BCIF ou les autres juridictions sur lesquelles on est assujetti, telles que l'IROC ou la MFDA. Ils contiennent déjà des dispositions partielles ou totales en regard de ces obligations-là. Donc, nous, on avait déjà un environnement comme tel. Mais ce qui vient changer la donne avec le nouveau projet de loi, c'est les obligations un peu plus mordantes, je vous dirais, là, sur ces éléments-là de protection auxquels la Commission d'accès à l'information devient pour nous un autre organisme à laquelle on doit faire de la reddition de comptes qu'on faisait déjà. Exemple, des incidents de cybersécurité de rançon logiciel, on avait déjà un mécanisme, un processus auquel on rapportait aux régulateurs concernés ces éléments-là avec les éléments de remédiation. Et dans le cas de chez nous, on a déjà un officier de protection des renseignements personnels, l'obligation de communiquer avec les clients qui étaient potentiellement affectés par un bris de confidentialité. Donc, tous ces mécanismes-là existent déjà chez nous. Donc, ce qu'on vient faire maintenant, de façon très pragmatique, dans notre contexte de gestion des données ou de gouvernance de données, c'est d'intégrer les dispositions de la loi dans nos mécanismes de gouvernance de données. Exemple, ce qu'on ne faisait pas de façon systématique, c'est l'inventaire total de la manière dont circulent les données chez nous. Des choses très simples comme la gestion des données clients dans nos environnements de développement informatique, avec les contextes d'anonymisation que faisait tantôt référence Vanessa. On se donne maintenant l'obligation de l'intégrer dedans pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuite et qu'on puisse répondre aux obligations de la loi, le fait qu'on donne les droits d'accès à qui devrait voir l'information. Mais le plus gros changement, il y en a de deux ordres, parce qu'il faut regarder l'application de la loi chez nous de deux ordres. Un, la manière dont on gère les informations qui concernent nos clients, et la seconde dimension qu'on prend souvent pour acquis, mais qui est aussi applicable dans le contexte de la loi selon notre compréhension, c'est la manière dont on gère également les données concernant nos employés. Et ça se fait à travers deux dimensions distinctes. La première, si je fais une parenthèse, une donnée client, ça commence d'abord et avant tout par la refonte ou l'amélioration, la restructuration du processus de consentement de nos clients. Donc, qu'on doit intégrer à peu près dans tous les éléments de conversation de départ qu'on a avec nos clients. Donc, on change. Et à partir de ce consentement-là que le client nous donne ou pas, ou partiellement, ça déclenche un processus général dans l'entreprise sur la manière dont on peut traiter les données en vertu de ce consentement-là. L'autre dimension qu'on ne parle pas, c'est l'implantation, l'impact sur nos processus et la sensibilisation et l'importance qu'on accorde, que tous les gestionnaires de l'entreprise doivent accorder à l'application de la loi et les dispositions qui sont associées comme telles. Donc, il y a tout un contexte de gestion de changement et de communication interne dans l'application. Je m'arrête ici juste pour donner un peu quelques exemples, et je vais laisser la parole à Annie pour qu'elle puisse adresser d'autres dimensions de son côté. Merci, Pierre. Puis tu as couvert beaucoup, dans le fond, des différents éléments qui portent à la grande entreprise. Moi, je vais peut-être apporter un côté plutôt approche. Si on regarde la loi, où est-ce qu'on commence? Puis souvent, qu'est-ce qu'on dit? On conseille à nos clients, aux entreprises qui nous contactent, c'est on doit commencer par un diagnostic. Ça semble simple, mais comme tu dis, Pierre, vous ne commencez pas à zéro. Donc, c'est de regarder les différentes requis, les différentes obligations de la loi, tu en as nommé quelques-unes au niveau du consentement, au niveau de la destruction, de l'anonymisation, de la conservation. Bon, il y en a plusieurs. Puis c'est de regarder à travers tous les processus et les systèmes, dans le fond, où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Est-ce que vous avez des écarts, un petit écart, un moyen écart, un plus grand écart? Et où devez-vous porter vos efforts pour ensuite prendre une prise de risque? Puis on sait que par expérience avec RGPD en Europe,
Par exemple, toute la destruction, surtout pour des grandes institutions, des grandes compagnies, où est-ce qu'il y a beaucoup de systèmes legacy, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, il y a une prise de risque à faire là, de dire comment est-ce qu'on va avec les applications qui sont les plus à risque, qui ont le plus de profils clients-employés, qui ont le plus d'utilisateurs, qui ont le plus de données critiques. On ne va pas faire application 3651 la première année. Donc, c'est une prise de risque qui doit être faite. Ensuite, évidemment, il faut prioriser les efforts selon les différents, où est-ce qu'on a vu qu'il y avait des écarts, pour ensuite mettre un programme en place. Puis, j'aimerais noter l'aspect pluridisciplinaire de la chose. Ce n'est pas juste un programme de conformité, ce n'est pas juste l'affaire du légal. C'est vraiment un programme de transformation, comme il y en a eu beaucoup d'autres à travers les entreprises qui doivent impliquer des acteurs dans toutes les sphères de l'entreprise. Puis, c'est un besoin, en fait, c'est une opportunité à saisir pour répondre aux besoins, aux attentes des clients et des employés en matière de qu'est-ce qu'on fait avec leurs données et leur donner plus de transparence. Je vais m'arrêter là pour donner l'occasion aux collègues panélistes d'ajouter aussi de leur côté. Alain, peut-être le point de vue de la start-up, toi qui en es une start-up, mais comment ça les impacte et que doivent-ils faire en premier? Mes collègues ont généré un feu d'artifice d'idées dans ma tête pendant qu'ils parlaient, là, essentiellement. Je voudrais un commentaire ou deux par rapport à ce que Pierre a dit, puis Annie. Une des choses que moi, je trouvais très importante dans ce projet de loi-là, puis je le regarde d'un point de vue terre à terre, là, on aura les pâquerettes, autant pour la grande entreprise que la petite entreprise. La première question, c'est la conscientisation, comme tu as dit, Pierre, là, tantôt, là, il faut que le management soit conscient que c'est important. Que le ministre, qu'est-ce qu'il a dit quand il a voulu le mettre en application? Il a dit la protection des renseignements personnels, c'est vraiment important, il faut s'en occuper maintenant. Puis, il faut vous démontriez avec le projet de loi, et ce qu'il demande avec le projet de loi, que vous faites des efforts dans ce sens-là. Je l'essaie de le simplifier, là, mais essentiellement, quand tu veux faire percoler ça dans les organisations, bien, il faut quand même convaincre, il faut que le management, puis chez vous, Pierre, c'est sûr que vous êtes une grande entreprise, vous êtes conscient de ça, mais ce n'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça. Il y a du monde qui nous appelle et dit comment on prend ça? C'est-tu une affaire comme ISO que je pogne puis j'embarque là-dedans ou pas? Mais c'est un projet de transformation numérique important. Moi, je le regarde d'un point de vue technologique, puis il faut, par rapport à ça, pour les startups, puis là, je vais m'adresser plus aux PME puis aux startups, bien, ce que je dis essentiellement, encore une fois, c'est la même chose, c'est il faut les conscientiser. On pose la question d'un point de vue de la loi, c'est la même chose que la grande entreprise, la petite entreprise. Une information personnelle, il faut que tu la gères comme il faut. Ceci dit, je leur dis, bien, essentiellement, arrange-toi, premièrement, est-ce que tu veux t'en occuper? Est-ce que tu veux, puis si tu veux faire de la business avec des grandes entreprises, si tu veux faire de la business arrange-toi pour montrer patte blanche quand tu vas aller cogner avec une grande entreprise pour leur montrer que tu es en maîtrise de tout ça, tu es en maîtrise, que tu fais des efforts par rapport à ça. Parce que ça existait avant, les fintechs travaillaient avec les grandes entreprises, mais il y avait des contrats qui géraient tout ça, puis il y avait des poursuites que c'était les entreprises. Je dirais pour la fintech, si tu veux continuer à faire de la business, ce n'est pas tellement la loi, mais c'est de réconforter tes clients par rapport à cette loi-là en disant que tu fais attention à ces données-là. Parce que, bon, peut-être Vanessa ne peut pas le dire, ou Annie, parce que la personne qui possède ces données-là, ça te prête des données, surtout dans le monde des fintechs et de l'IA, peut te prêter des données, mais ces données-là, ben, s'il y a une fuite, ben, c'est quand même celui qui détient la donnée qui est responsable de ça selon la loi. Fait que, tout ça pour dire, pour la start-up, simplement, c'est de dire d'un point de vue, tu regardes, tu mets un plan, tu le regardes comme il faut, puis ça va. C'est un problème de transformation numérique. Et aussi, comme a dit Pierre, l'architecture d'information. Comment circule l'information dans ton organisation? Ça, c'est assez important de le voir. Fait que je m'arrête là pour ce volet-là parce qu'on va en rediscuter un peu plus loin. Je veux juste aborder dès le départ là, la question de la sensibilisation des employés.
Ça, on en entend beaucoup parler. Il y a tout l'aspect de l'information personnelle, confidentielle, qui est détenue par l'employeur, mais aussi comment les employés ou comment on peut sensibiliser nos employés par rapport aux nouvelles règles qui sont applicables au niveau de la protection des données. J'aimerais entendre vos commentaires, vos conseils par rapport aux employeurs et aux gens qui nous écoutent. Je vais me permettre de commencer, si tu me permets, Sébastien, encore, parce que c'est des programmes de cette envergure-là requièrent tout un environnement d'éducation, d'information et même de formation auprès de nos employés. Nous, on a mis en place chez nous un contexte de formation qu'on va appeler obligatoire, une formation de conformité obligatoire pour l'ensemble du personnel d'entreprise. C'est des capsules interactives très faciles à prendre. On a mis en place un système d'auto-apprentissage, mais on s'assure de l'obligation de suivre ces formations-là. Ça fait partie de nos programmes. On avait commencé avec ça dans l'hameçonnage, des programmes de sensibilisation pour amener les gens à développer les bons comportements quand ils sont attaqués de cette manière-là. Et on a continué dans tout le volet des obligations réglementaires à mettre de l'avant des programmes de sensibilisation et de formation. Donc, dans notre volet, tantôt que je parlais de gestion de changement, au niveau de l'application des réglementations qui touchent tout le monde, hein, des fois, c'est des petits gestes, des fois, c'est des grands gestes, mais il y a tout un volet d'éducation, formation. Des choses aussi simples que dire des choses qu'auparavant on faisait, qu'on ne permet plus. Bien, je veux transporter des données de l'environnement de production dans des environnements de développement pour faire un test de programme qui en soit très légitime et qui contient des données clients là, sensibles, etc., qui en soit un besoin très légitime pour un développeur, un informaticien, mais qu'aujourd'hui, on dit non, tu ne peux pas le faire sans qu'on applique les règles de protection de données, d'anonymisation, de destruction, etc., le cas échéant. Donc, on vient encadrer nos processus et notre fonctionnement de façon plus rigoureuse, je dirais, en vertu des obligations de la loi. Donc, c'est plus, je vais juste partir de la démarche sur cette dimension-là, la discussion sur cette dimension-là. Pierre, c'est une bonne démarche à prendre. Puis moi, je pense que c'est au cœur de cette loi-là et de l'esprit de la loi, c'est-à-dire sensibilisons le plus de monde possible. Si on est plus conscient qu'on travaille avec l'information personnelle, on va peut-être, en tant qu'employé, en tant que gestionnaire, en tant que gestionnaire d'entreprise, on va être en mesure de pouvoir la protéger mieux, cette chose-là. Mais si tout le monde est conscient, l'enjeu est important du contexte au niveau, quand on regarde qu'est-ce qu'une information personnelle, il ne faut pas crier au feu tout le temps. Puis c'est pour ça que la formation est importante, parce que tout le monde peut penser qu'on fait. Puis ça prend des exemples concrets. Là, par exemple, comme disait Vanessa tantôt, un employé a commencé à dire que telle personne a donné une information personnelle à son collègue sur un autre. C'est un incident, on ne devrait pas faire ces choses-là, mais c'est-tu assez important, puis c'est là qu'il faut faire des réflexions à l'intérieur pour peut-être regarder ça juste d'un point de vue RH, puis de rectifier le tir plutôt que de remplir le rapport, parce que c'est un autre exercice à faire aussi. Mais la formation, c'était dans l'esprit du législateur de dire qu'il faut que tout le monde, plus il va y avoir de monde de conscient qui travaille avec l'information, puis là, on parle personnel ici, mais autant sensible, l'information confidentielle que vous avez, d'être conscient de ça, puis d'avoir une architecture d'information, une gouvernance de données qui va venir à remarquer ça correctement, c'est important. Ah ben oui, vas-y, je te laisse aller, Vanessa. Je vais rajouter sur ce que Alain explique ici en termes de formation. C'est sûr que la première étape, c'est de comprendre c'est quoi un renseignement personnel. Et la loi a été amendée afin de rajouter un renseignement qui peut directement ou indirectement identifier quelqu'un. Alors moi, je trouve que le premier défi de l'entreprise, c'est pour les gens de réaliser qu'est-ce qui est réellement un renseignement personnel. Et une fois qu'on le réalise, après ça, ça devient un défi humain où les gens doivent comprendre les impacts sur les individus, se sensibiliser par rapport à ça. Les gens qui foncièrement veulent faire mal aux autres, j'en connais vraiment pas beaucoup. Donc, c'est sûr qu'une fois qu'on explique bien aux gens qu'est-ce que le droit à la vie privée, pourquoi ça existe et c'est quoi un renseignement personnel, on se rend compte qu'on a fait une grande partie du chemin de la sensibilisation qui est différente de la notion de la formation. Donc, la formation, on vient de l'appliquer, par exemple, à un avocat qui doit faire des contrats qui touchent au renseignement personnel. On va le former pour le faire.
La sensibilisation, c'est de garder toujours en tête les impacts et les conséquences de nos actions par rapport aux individus. Et ça fait en sorte que les individus, on leur donne les outils pour avoir un esprit critique par eux-mêmes, parce qu'on n'a pas toujours raison. On ne sait pas toujours comment ils travaillent et on n'est pas là assis avec eux à tous les jours. Donc, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est leur donner les outils pour qu'eux nous disent comment ils peuvent mieux protéger les renseignements personnels. Et ça passe par être capable de les reconnaître. Et ce n'est pas toujours aussi évident que ça a l'air. Puis des fois, les questions sont hors contexte et malheureusement, il n'y a pas de liste. Voici la liste des renseignements personnels. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est contextuel. Là, j'ai mis sur l'écran un bon vieux jeu et vous voyez, ça, c'est la version peut-être 1970. Ça fait quand même assez longtemps, cette version-là. Mais je la trouve bien parce qu'elle elle est malheureusement représentative aussi du nombre de femmes souvent qu'on va avoir dans les groupes, du nombre de minorités ethniques. Et vous verrez que c'est quand même assez facile d'identifier une personne dans un groupe de 30 personnes avec trois questions. D'abord, est-ce que c'est une femme? Donc, on va dire, OK, c'est une femme. Alors, on va enlever tous les hommes. Il ne reste pas grand monde déjà, hein? J'ai presque déjà identifié ma personne. Est-ce qu'elle porte un chapeau? Non, elle ne porte pas de chapeau. Est-ce qu'elle est âgée? Oui. Alors voilà, c'est Suzanne. Ça a seulement pris 3 caractéristiques pour trouver la personne dans un groupe de 30 personnes. Ce qui veut dire que ces 3 caractéristiques-là, le sexe, le fait que la personne porte un chapeau et le fait qu'elle soit âgée, deviennent des renseignements personnels parce que ça m'a permis d'identifier la personne. Partant de ça, c'est là qu'il faut réaliser que là, si on met ça dans un contexte technologique, moi, j'ai peut-être juste accès à ça. Mais mon voisin en marketing et mon autre voisin en ressources humaines, tout ça se trouve sur notre SharePoint, mettons. Est-ce que quelqu'un qui a accès à notre SharePoint serait capable de faire d'autres déductions? Est-ce que ça fait en sorte que tout ça est plus sensible que finalement je le pensais? Et c'est là qu'on a besoin d'avoir l'esprit critique des gens. Et c'est là également que les entreprises doivent réfléchir. Quand on dit que ce n'est pas un checklist, que ce n'est pas une liste de choses à faire, qu'on va faire oui, c'est fait, pour passer à autre chose, c'est ça qu'on veut dire. C'est un contexte qui bouge toujours. La vie privée, c'est un mode de vie. Alors, quand on dit de sensibiliser les employés, ça part de les sensibiliser à leur contexte de travail. Ce n'est pas moi qui fais les payes dans le département des finances, puis une chance parce que je ne suis vraiment pas bonne là-dedans. Et ce n'est pas moi qui fais les ressources humaines, mais c'est à eux de me dire comment ils travaillent, quelles données ils ont. Et c'est après ça, la personne qui est en charge de la vie privée va pouvoir travailler avec tout ça puis questionner, dire qu'est-ce qui pourrait se passer si je mets tout ça ensemble. Alors, la sensibilisation, elle sert à plusieurs choses. Elle sert à faire en sorte de respecter la loi, mais faire en sorte aussi qu'on comprend notre environnement. Excuse-moi, Alain. Là-dessus, moi, je veux juste dire une chose parce qu'il faut prendre ça, on peut prendre ça à différents degrés. Il va falloir que la Commission d'accès à l'information vienne nous préciser comment on va gérer ça. L'exemple que tu donnes est un bel exemple. Dans le contexte de ta compagnie, tu es capable, avec 3 questions, d'identifier une personne. Mais l'esprit de la loi, c'est de prendre de la donnée personnelle, de la vendre. Généralement, il y avait des cow-boys, comme on dit, qui pouvaient vendre l'information. Il y avait des gens qui avaient des fuites de données, puis on ne savait pas trop si la donnée, on la protégeait pas assez bien dans des cas. Il y a des cas qui ont été publiés là, dans ce contexte-là. Ce que je veux, parce qu'à un moment donné, tout est identifiable. Ça a été démontré là, que tu peux prendre des sites web de Facebook, des sites web de Twitter qui ont été dépersonnalisés, puis tu peux, en utilisant l'information, facilement de faire 86% réidentifier les gens. Ceci dit, ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'il va falloir que la Commission d'accès à l'information vienne préciser ces choses-là, ou la jurisprudence vienne le préciser plus rapidement que plus tard, parce que sinon, tout le monde va se mettre à dire tout est un renseignement personnel. Et ça, moi, je dis, commençons par le B.A.-bas. On se pose la question, on le remonte par le haut, il y a quelqu'un qui va décider, il y a une politique qui est mise en place dans l'organisation, il y a le responsable qui va être une personne qui va être là, il y a un comité. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un comité parce que des fois,
on nomme seulement un responsable, mais il pourrait avoir un comité. C'est ce qu'ils font, par exemple, au gouvernement. Ils nomment un comité plutôt qu'un responsable essentiellement. Là, c'est un comité parce que des fois, on a des enjeux. Ce que pense le juridique, ce que pensent les technos, ce que pensent les business units, c'est complètement, il peut y avoir divergence par rapport à ce qui est une donnée personnelle ou pas. Les cas, là, par exemple, tu as donné un exemple tantôt, Pierre. Oui, vas-y. D'un autre côté, je veux juste préciser qu'une organisation ne devrait pas faire un programme de conformité sur la base la job des avocats, c'est de trouver les loopholes, d'aller en cours et d'aller argumenter si quelque chose ne va pas bien. La job de quelqu'un qui va mettre en place un programme de conformité, c'est de faire du préventif et donc d'être plus large que pas assez. Donc oui, effectivement, moi j'ai plusieurs clients qui prennent pour acquis que la grande majorité de leurs données sont personnelles. Ils les traitent comme des renseignements personnels et ce qui n'est pas personnel est de toute façon un actif informationnel de la société et les directeurs et les officiers ont déjà l'obligation de protéger tous les actifs de la société. Alors ça, c'est important de se le rappeler. En tant que société, je n'ai pas le droit d'avoir des actifs qui dorment, qui ne servent à rien. Je ne peux pas juste accumuler pour accumuler. Aux États-Unis, on va même demander aux officiers de la conformité d'aller devant un juge et de dire que les actifs qu'ils ont, ce sont des actifs utiles, qui ne sont pas là juste pour faire un monopoly des actifs. Et ça s'applique aux données aussi. Alors, les données personnelles, c'est un type d'actif. Ce qu'on vient d'implémenter par rapport aux données personnelles, c'est par rapport aux droits moraux des données personnelles. Les obligations par rapport aux droits de propriété intellectuelle, mais de propriété, ne changent pas pour les organisations. Vous devez en tout temps protéger tous vos actifs selon la sensibilité. Ce que la loi vient nous dire ici, c'est attention, maintenant j'ai des obligations juridiques sur certains types de données, alors je vais continuer de les protéger, mais peut-être avec un petit peu plus de sensibilité, de ressources, mais également avec un point de vue où ce n'est plus moi, l'entreprise, qui est le milieu de l'analyse de risque. Il y a d'autres personnes qui ont des droits et qui vont être affectées et je dois les considérer. Fait qu'est-ce qui change fondamentalement ici, là, c'est que je ne peux plus dire « ouais, mais ça coûte cher ». Non, ce n'est pas ça que la loi nous dit. La loi dit c'est quoi l'impact pour l'individu. Le fait que ça coûte cher pour vous, pas pertinent quand on parle de droits constitutionnels et de droits humains. C'est un petit peu ça la différence. C'est juste qu'il faut être capable de mettre un système par-dessus un autre. Effectivement, je suis d'accord avec Alain, il va falloir qu'on fasse la part des choses entre où nous mettons nos efforts et combien d'argent on met sur quel type de données. Et oui, tout va pouvoir être identifié. Donc, si la donnée elle est particulièrement sensible, pourquoi pas, on peut considérer des données synthétiques à la place. On peut peut-être considérer ne pas la collecter ou peut-être réduire le nombre de temps qu'on la collecte. Donc, ce n'est pas nécessairement toujours une mauvaise stratégie de penser qu'on a plus de données personnelles qu'on le pense. C'est généralement le cas. Puis, j'ai déjà reçu des questionnaires d'assurance. Vous avez combien de données personnelles? C'est un petit peu dur à répondre à cette question-là. Mais vous voulez que je les compte, vous voulez que je fasse des analyses contextuelles, mais la réponse est beaucoup. Une firme d'avocats a beaucoup de données personnelles, comme une firme d'assurance en a beaucoup. Et je pense qu'on traite nos données personnelles comme on traite les données protégées par le secret professionnel de l'avocat. Maintenant, il y a des données personnelles dans des courriels. Un courriel, c'est un courriel. On ne lui donnera peut-être pas la même importance, mais on va peut-être demander aux gens d'arrêter de nous envoyer des Excel de 60 pages avec des listes d'employés et des numéros d'assurance sociale. On va mettre en place des politiques pour s'assurer que ce qui est plus sensible, on soit capable de le trouver dans notre système et le protéger. Je voulais juste préciser ça parce que je crois que c'est important. C'est pas, en cas de doute, ma recommandation, c'est plutôt de penser que c'est une donnée personnelle et de la traiter plutôt que de l'envoyer au légal parce que je vous dirais que votre légal est quand même assez occupé à essayer de démêler les autres aspects contractuels que le législateur a intégré et dont pour la santé mentale de tous les gens qui sont présents en ce moment, on n'ira probablement pas dans les détails, mais sachez que le juridique a également plusieurs tâches et les gestionnaires, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on demande aux employés? C'est d'être sensible pour tous les types de données. Merci, Vanessa. Pierre, tu voulais ajouter quelque chose? Je vais juste me permettre d'illustrer tous ces propos-là avec des exemples, donner aux gens qui nous écoutent une saveur à ce que ça veut dire. Dans l'application de ces dispositions-là, nous, on a un chef, on a une fonction qui s'appelle chef de la protection des renseignements personnels. Il y a une obligation annuelle d'une reddition de compte auprès du conseil d'administration
pour donner un rapport, un aperçu avec le rôle du conseil d'administration sur la manière dont on gère les données dans une entreprise, avec les règles de conservation, d'archivage, de destruction, de préservation, etc., qui fait que l'ensemble des dimensions sur la gestion des données a une obligation de reddition de compte. Et quand on met une obligation de reddition de compte devant une personne comme telle, ça sous-tend que l'organisation derrière, avec les rôles et les responsabilités de chacun des groupes, ont des obligations respectives. Donc ça, c'est une dimension. Quand on regarde cette application de la loi-là sur une base très pragmatique, très terrain, pour une compagnie d'assurance comme la nôtre, dans la navigation de ces informations personnelles, ça pose la question, où est-ce qu'on trace la ligne dans la gestion de ces informations? Exemple, nous, en assurance vie, on fait affaire avec des intermédiaires, des courtiers d'assurance de personnes, qu'on appelle des réseaux de distribution. Plus souvent qu'autrement, les données transgent via nos intermédiaires avant de rentrer chez nous. Donc, la question que ça soulève, à qui appartient ces données-là? Où est-ce qu'on trace la ligne quant à la responsabilité? Quand on a un bris de confidentialité, plus souvent qu'autrement, ce n'est pas chez nous, je ne sais pas chez l'assureur, chez ce distributeur. Mais quelque part, ça nous implique aussi parce que quand la donnée est véhiculée, en fait, les deux parties en deviennent propriétaires de la donnée parce que les deux parties ont une responsabilité dans le processus global. Donc, nous, on a tracé le périmètre de notre responsabilité. Et je dois vous dire, quand on regarde cette application de la loi-là, on dit oui, elle est appliquée à la province du Québec. Mais nous, notre empreinte est en Amérique du Nord. Fait que on ne fait pas un processus pour le Québec, mais un processus pour les autres. On normalise nos processus sur, je veux dire, la plus grosse obligation correctement sur laquelle on est assujetti pour éviter d'avoir différents processus. Mais il faut bien comprendre, je vais revenir, où est-ce qu'on trace la ligne sur cette dimension-là de la responsabilité quand on a plusieurs éléments dans la chaîne de gestion de cette information-là qui n'est pas nécessairement sur votre responsabilité. Donc ça, c'est important que les gens comprennent ça, où est-ce qu'on doit tracer la ligne par rapport à ça. Merci. Je veux vous amener, parce que le temps file, je veux vous amener vraiment sur un thème qui m'est cher, l'innovation. On travaille, nous, avec des startups. Évidemment, les startups, on ne se le cachera pas, particulièrement en FinTech, les données, c'est leur carburant. Et évidemment, la réforme, la modernisation peut faire peur à ces gens-là. Donc, quelles sont les façons de faire ou les bonnes pratiques pour une start-up pour se préparer pour dire à la grande entreprise, tu ne devrais pas avoir peur de moi, je suis conforme, j'exerce les meilleures pratiques. Et comment aussi la grande entreprise, elle, se prépare pour continuer son travail d'innovation avec les start-up? Peut-être, Alain. La première chose que je donnerais comme conseil, là, avant dans la réflexion, si j'étais, je le suis, président d'une compagnie, c'est va voir le formulaire de la Commission d'accès à l'information pour lorsqu'on doit déclarer un incident de confidentialité. Puis, commence par essayer de répondre rapidement à ce formulaire-là. Puis, tu vas voir que tu vas être un petit peu gêné là, pour aller parler aux gens parce qu'il va te demander. Puis, tu vas voir, je dirais, là, il va te demander, as-tu une politique, as-tu un plan pour ta gestion, ta gouvernance de données, as-tu l'intention, si tu n'en as pas, as-tu l'intention d'en mettre un plan? Il y a des belles, en tout cas, moi, quand j'essaie de comprendre comment la Commission d'accès à l'information va réagir, j'essaie de travailler avec ce qu'ils publient sur leur site web par rapport à ça. Et ça, c'est une des choses. Bon, pour répondre à ta question, comment on peut travailler avec les grandes entreprises? Bien, il y a une façon en IA, c'est une des choses, c'est la donnée synthétique que Vanessa a parlé, là, qu'on peut travailler avec la donnée synthétique. Il y a la dépersonnalisation, la désanonymisation des données, qui n'est pas toujours évident, là, mais bon, c'est mon turf, là, c'est ce qu'on fait là, chez nous, là, mais essentiellement, qui n'est pas nécessairement évident, et l'humain est obligé d'être là, mais de créer des datasets qui vont être des datasets d'entraînement, qui sont anonymisés pour pouvoir travailler avec les gens. Ça, c'est une des choses que les grandes entreprises peuvent faire.
ou pour pouvoir travailler plus facilement avec les fintechs. Ou la fintech, après ça, bien, elle, ce qu'elle doit démontrer, quand je disais tantôt, patte blanche, bien, au minimum, elle a à travailler avec la donnée. Bien, un bon contrat entre les deux. Hein, avec l'épée Damoclès, moi, ça fait 25 ans que j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on travaille avec la donnée confidentielle, là, qui n'était pas de la donnée personnelle, mais de la donnée confidentielle. Puis si on ne gère pas comme il faut notre donnée, bien, on va se faire poursuivre. Puis nos clients feront pas affaire avec nous. Donc, ça, c'est une des choses. Patte blanche. Il y a des petits programmes hein, qu'on peut faire, cybersécuritaire, là, le programme canadien, qui est un programme qui n'est pas la certification ISO 25001, là, mais pour prendre les moyens minimums, là, tu peux démontrer que tu es sérieux avec les données. En même temps, ça dépend aussi, c'est toujours, tu prends le médicament qui fait effet, on prend par exemple, si on prend l'exemple de l'analogie avec les plongeons, ben, tu peux faire un plongeon facile comme un plongeon de 3 mètres, un plongeon de 10 mètres avec des figures imposées de toutes sortes de choses. Ça dépend avec quoi tu vas travailler pour la compagnie. Si je m'en vais voir Industrielle Alliance, puis je dis, ben, donne-moi des données pour faire la prédiction, puis que les données ne sont pas anonymisées ou peu anonymisées, bien, je peux avoir une entente qui va le faire. Par contre, si je m'en vais puis je travaille avec la donnée qui est très, très circonscrite, bien, peut-être que je prends une autre sorte de moyen. Ce qui est important quand on jase avec nos clients, c'est quoi les moyens que tu vas prendre, c'est quoi les moyens que tu vas faire pour t'améliorer, puis as-tu des mesures de prévention là, ou de correctif, un peu comme dans ISO 9001, là, puis je mélange les choses, mais qui est un processus d'amélioration successif, mais part avec un plan. Annie, comment la grande entreprise se prépare? Puis je vais vouloir entendre Pierre aussi à l'égard de cette question-là, parce que je sais qu'Industrielle Alliance travaille, investit dans des startups et a aussi un modus operandi qui est intéressant. Peut-être, j'aimerais faire un point par rapport à la start-up. En fait, qu'est-ce que je trouve vraiment intéressant par rapport aux startups, c'est qu'ils n'ont pas des historiques, des bases de données à plus finir. Donc, pour eux, il y a l'agilité. Je pense qu'il faut qu'ils prennent avantage de cette agilité qu'ils ont. Ils sont aussi plus numérisés que la grande entreprise. Donc, sont capables d'aller vers un concept de dès la conception. Tu sais, en anglais, on parle de privacy by design, destruction by design. Donc, ce virage dès la conception, je pense que la start-up elle peut prendre avantage de ça puis se positionner comme étant un gardien des données vers la grande entreprise. Et je vais laisser peut-être à Pierre parler d'innovation au niveau de la grande entreprise. Merci. Tu as couvert un des points, Annie, sur le privacy by design. Là, on a introduit la règle de ce qu'on appelle du dorénavant, chez nous, c'est-à-dire toute nouvelle solution, on incorpore dans la conception d'une nouvelle solution ce qu'on appelle le privacy by design, security by design, etc. Donc, on a introduit des composantes essentielles, on va dire ça comme ça, dès le départ dans le design de solutions. Mais je voudrais revenir à l'écosystème des fintechs, mais d'abord, positionner l'écosystème des partenaires, parce qu'une grande firme comme la nôtre, puis que ce soit Industrielle Alliance ou d'autres entreprises, on a un écosystème de fournisseurs avec lesquels on travaille, fournisseurs, partenaires, et dans certains cas, on investit même directement dans des fintechs. Fait que on comprend assez bien l'écosystème dans lequel on fonctionne et on a eu tendance par le passé, et cette loi-là ne fera pas un gros changement à notre fonctionnement, c'est qu'on transporte nos obligations réglementaires, contractuelles ou dans ce cas-là, des obligations de loi législatives à travers notre réseau de fournisseurs, à travers les contrats qu'on fait. Exemple, on exige que les fournisseurs en technologie d'information souscrivent à notre politique de sécurité de l'information. S'ils ne le font pas, bien, ils sont en défaut, on peut pas signer. Donc, ça limite le nombre de fournisseurs avec lesquels on peut travailler. Quand on le regarde sur les fintechs particulièrement, c'est sûr qu'on aime les fintechs pour leur caractère distinctif d'agilité, comme tu parlais, Annie, mais aussi pour l'aspect de la solution qu'ils nous amènent. Mais si on leur demande à eux de souscrire à l'ensemble de nos obligations, on vient comme étouffer la fintech sur un paquet de dimensions qui, définitivement, n'ont peut-être pas les moyens ou les outils ou tout l'environnement pour le faire. Donc, ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est dans cet usage-là de fintech, de les amener à utiliser notre infrastructure de conformité pour éviter qu'ils se payent tout l'environnement et de les faire performer dans notre environnement. Ça pose un défi de part et d'autre, mais c'est peut-être des choses très pragmatiques qu'on peut mettre de l'avant
qui nous permet de tirer avantage malgré tout de la FinTech sans pour autant leur imposer l'ensemble des dispositions qu'on est habitué de demander à des grands fournisseurs, à titre d'exemple. Donc, ça, c'est une manière assez pragmatique d'aller chercher le meilleur des deux mondes dans les obligations législatives ou réglementaires auxquelles on est assujetti comme institution financière. Merci. Pour ce qui est de l'innovation, pardon. Alain, tu voulais... Oui, pour l'innovation, est-ce que, puis une question que je pose à Pierre ou à tout le monde, mais pour l'innovation, j'ai vu que, par exemple, si on prend l'AMF qui ont mis des bacs à sable en place par rapport, est-ce que c'est des choses que tu vois dans l'écosystème, Pierre, que les gens commencent à mettre des bacs à sable pour pouvoir faire des expérimentations spécifiques? Je vais ajouter en ton mot bac à sable encadré pour démontrer dans quel contexte on le fait. Donc quand c'est bien régi, on sait dans quel contexte on fait l'innovation, puis on a mis en place les mesures protectrices ou préventives associées aux dispositions, ça fonctionne énormément bien. Donc, on a ajusté notre processus d'innovation. On a créé comme ça un petit groupe d'innovation il y a quelques années et on a ajusté leur fonctionnement pour tenir compte de cette dimension-là, pour garder l'agilité du processus d'innovation. Ce qu'on veut arriver, l'innovation, c'est très rapidement, oui ou non, la technologie qu'on est en train d'évaluer ou de tester fait du sens dans notre environnement. On va arriver à répondre à cette question-là avant même d'entreprendre un projet. Donc, pour préserver cette agilité-là, on va dire, on a mis en place cette infrastructure-là pour préserver l'agilité. Donc, ça fonctionne. Puis d'une question, d'un point de vue de FinTech, là, les investisseurs nous demandent, tout le monde, êtes-vous SaaS? Est-ce que vous êtes dans Azure? Est-ce que vous êtes dans ci, dans ça? Puis là, ce que j'entends, tu dis, on met ça dans nos infrastructures. Est-ce que ça veut dire que tout le monde, toutes les FinTech qui développent des plateformes SaaS, OK, par exemple, vont se voir contraints de déplacer leur plateforme SaaS dans l'infrastructure d'organisations comme les vôtres? Pas nécessairement. On voit ça comme une option. Les FinTech ont à leur disposition l'ensemble de l'infrastructure. On ne leur impose pas ça, mais les FinTech qui ne l'ont pas, s'ils veulent continuer à travailler avec des institutions comme la nôtre ou n'importe quelle institution financière auquel on n'a pas juste cette réglementation-là, comme ça, à respecter, on en a plein d'autres. On leur donne une infrastructure qu'ils n'ont pas besoin de défrayer, puis ça leur permet de faire des associations avec des firmes comme la nôtre. Donc, c'est le meilleur des deux mondes qu'on a trouvé. Mais ceux qui l'ont déjà, on ne leur impose pas. Exemple, c'est une infrastructure qui existe déjà sur un fournisseur dans l'environnement infonuagique. Bien, c'est sûr qu'on va aller vérifier que le fournisseur d'infonuagique de cette FinTech-là répond aux obligations que nous, on a également. Donc, il y a une obligation également de la FinTech de transparence envers ces dispositions-là. Donc, on essaie de trouver le meilleur des scénarios pour répondre à ces obligations-là sans pour autant imposer l'ensemble de l'infrastructure à ces petites entreprises-là qui sont en développement, qu'on aime vraiment. J'aimerais rajouter également, c'est que ce n'est pas nouveau pour les FinTech de devoir passer à travers une vague réglementaire. On l'a vu avec les cryptocurrencies, on l'a vu avec le InsurTech. Elles sont habituées au changement. Elles sont habituées à suivre les lois, à passer à côté, à être plus agiles. Dites-vous que quand vous êtes un bateau énorme puis que la vague s'en vient, vous n'avez pas le choix de passer à côté, vous n'avez pas le choix de passer en dessous. Il faut la prendre de plein fouet. Ça coûte cher, ça prend beaucoup de monopolisation. Puis pendant ce temps-là, on fait pas beaucoup d'autres choses. Une start-up qui est avant-gardiste, qui va être capable de faire de la stratégie basée sur les changements réglementaires, va l'avoir vu venir, cette loi-là, depuis il y a plusieurs années, 5, 6, 7 ans au moins. Et peut-être même va avoir construit un produit son produit va passer à travers comme un surf, et après ça, les autres vont rester derrière. Alors, le réglementaire, ça peut être de la conformité, mais si vous voyez ça d'un point de vue stratégique, ça peut être votre meilleur argument de vente et ça peut vous transformer en le leader sur le marché. Donc, les startups qui sont capables de le voir venir, qui sont capables de construire justement de façon agile des systèmes qui sont résilients à ces changements-là, n'auront pas nécessairement besoin d'avoir un budget pour payer des amendes de 9 billions de dollars. Ils n'en auront pas besoin de ça parce que les autres vont déjà l'avoir vu venir. Fait que, quand on dit que les obligations sont les mêmes pour tout le monde, oui.
Mais une entreprise qui a 100 ans d'existence, comme mentionnait Annie, aller trouver les données et supprimer, c'est toute qu'une job. C'est long, c'est difficile. Nous-mêmes, on est une firme qui a 105 ans d'existence. Il y a des gens qui sont habitués de travailler dans les dossiers pour avoir accès à tout. Puis là, si on leur enlève ça, ils sont pris au dépourvu. Ça fait 60 ans qu'ils travaillent comme ça. Donc, on a une job à faire qui est très différente que quand notre staff est composé d'ingénieurs en données qui sortent de l'université et qui veulent faire du IA. Donc, je ne dis pas que les formations les préparent toujours bien, mais ils comprennent les concepts. Alors, je pars d'un point de vue très différent. Alors, moi, je vous invite vraiment à le voir comme une opportunité, peut-être un risque, mais également une opportunité. Et puis, pour une start-up, on le sait tout, il n'y a pas d'opportunité sans risque. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Et s'il y a un mur à casser pour passer, c'est la FinTech, elle en a cassé des murs dans les dernières années. Et je pense que la FinTech est probablement la mieux équipée sur le marché pour réagir à ce genre de changement législatif-là. Donc, il ne faut pas en avoir peur. Il faut plutôt essayer de voir les opportunités, comme le droit pour la portabilité des données. Est-ce que ça veut dire que je vais être capable d'avoir plus de données pour faire mon travail? Est-ce que ça veut dire que certaines institutions vont être obligées d'ouvrir leurs livres et me donner accès par des API? Qu'est-ce que ça veut dire? Et comment je peux influencer ce débat-là et comment je peux en profiter? Aller voir en Australie, dans le cas dans lequel le droit à la portabilité des données a généré des opportunités énormes en FinTech et en InsurTech. Alors, je crois que travailler avec vos grands partenaires, comprenez leurs attentes et comprenez leurs challenges, que pour eux autres, c'est vraiment de la conformité. Mais comprenez également comment vous pouvez y arriver sans passer par le même chemin des autres. Si vous avez la chance de pouvoir changer votre produit pour ne pas collecter la donnée ou pour la collecter moins longtemps, ou si vous pouvez entraîner votre AI avec des données synthétiques, bien, by all means, ça coûte beaucoup moins cher que d'essayer de faire un programme de conformité qui est très long, très complexe. Ça ne veut peut-être pas en avoir, mais ça veut dire que si vous avez l'agilité pour pouvoir travailler différemment, tout en travaillant main dans la main avec des grands partenaires, alors je vous conseille fortement de le prendre en compte puis d'amener ça de ce point de vue-là à votre board plutôt que d'emmener ça comme un ordre de dépense plate. Ça va faire en sorte que la conversation va être beaucoup plus dynamique. Merci. Annie, si on fait un dernier tour de table, quels sont des commentaires ou tes meilleurs conseils que tu pourrais donner aux startups, aux grandes entreprises pour qu'ils soient en avant de la parade et ne se laissent pas prendre par la vague qui arrive? Absolument. J'en aurais 3. En fait, pour moi, c'est une opportunité aussi, pas juste pour les startups, mais aussi pour la grande entreprise de se démarquer, de répondre aux attentes des clients, des employés, puis d'aller chercher une plus-value sur le marché. Fait que ça serait le premier conseil, de ne pas voir ça comme un programme de conformité. Le deuxième conseil, ça serait, savez où est votre donnée, pourquoi vous la collectez, pourquoi vous l'utilisez, qui a accès, où elle est storée, puis allez, dans le fond, au tout début. Si c'est possible de ne pas la collecter, ne faites pas de sur-collecte. Puis ça, tout part de là, dans le fond, de savoir où est la donnée, le processus de l'inventaire. Puis le troisième conseil, en fait, ça serait de ne pas minimiser non plus la gestion de changement, le mindset qui est requis, puis de partir ça, dans le fond, des dirigeants. Si tous les employés de l'entreprise voient comme c'est un concept important, puis ça doit faire partie maintenant de l'ADN de comment on fonctionne, ça va découler. Donc, ce n'est pas juste de la formation, pas juste de la sensibilisation, mais ça fait vraiment partie de nos manières de fonctionner au quotidien. Donc, je vais laisser la parole à mes autres collègues panélistes. Moi, donc, j'ai pas beaucoup de... Je vais juste utiliser d'autres mots qu'Annie a mentionnés, mais j'étais à peu près aux mêmes endroits. Tu sais, nous, j'écoutais Vanessa il y a quelques secondes, on a une compagnie qui existe depuis 130 ans. Et la compagnie, elle a passé à travers différents cycles, mais il y a tout le temps quelque chose qui revient constamment, c'est la confiance des clients, parce que techniquement, quand on vend de l'assurance, on vend de la confiance actuelle et de la confiance future. Donc on voit le projet de loi comme un élément qui renforce la confiance entre le client et nous. Et quand on le regarde sous cet angle-là, ça nous aide, je dirais, à adopter le changement sur l'angle positif de la chose. Donc, ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, en anglais, on dit « don't boil the ocean ». Il y a un processus étapiste. Il y a des obligations de rencontrer des différents échéanciers dans l'implantation du projet de loi. Mais comme toute entreprise, on peut faire énormément de choses. Dans la dimension risque qu'on parlait tantôt,
être sûr que les étapes les plus importantes, en vertu des risques qu'on a évalués, sont celles qu'on va réaliser, sans négliger les autres, mais d'y aller de façon étapiste et de célébrer les succès en cours de route pour en faire un projet qui est mobilisant à cet égard-là. Ce seraient les conseils additionnels que je donnerais en sus de ce qu'Annie a dit. Voilà. Merci. Alain, Vanessa, des choses à ajouter? Rapidement, je veux dire un peu la même chose. C'est inventaire. Faites-vous un inventaire de savoir où aller votre donnée, l'état des lieux, ce que Annie parlait. Ensuite, un coup qu'on a l'inventaire, se faire gouvernance et architecture de l'information, à savoir qui a le droit de voir quoi, à quel moment, ces choses-là. Ça, c'est des choses de base à mettre en place, les mesures correctives qu'on peut mettre en place. Puis je vais aller comme Pierre a dit, confiance, tu disais que c'était l'élément important pour tes clients. Bien, c'est aussi confiance pour nos clients aussi, les fintechs, par rapport aux grandes entreprises. Il faut établir ça, puis il faut voir le projet de loi comme aussi une opportunité d'établir un lien de confiance et de bien se setuper essentiellement les gens. Donc, le roadmap est très, très important. Se créer un roadmap puis de le suivre, ce roadmap-là, essentiellement. Donc, c'est tout. Je ne rajouterai pas beaucoup à ce que mes collègues ont dit, qui sont déjà très, et avec lesquels je m'aligne également. Alors moi, mon dernier conseil, c'est essayer d'avoir du fun. C'est de l'innovation. Vous êtes une start-up, vous êtes en train de créer un produit, puis on vous demande de créer un produit qui respecte les clients et qui respecte les individus. À la base, c'est quelque chose qui devrait être fun, c'est quelque chose qui devrait être une mission sociale que vous pouvez adopter et que vous pouvez rallier vos employés derrière. C'est la même chose que quand on dit on fait de la formation aux employés, vos développeurs préfèrent faire des catch de flag qu'écouter des PowerPoint. C'est un petit peu la même chose. Quand on est sur le bord du mur, on trouve toujours de l'innovation. Si on regarde le clean tech, tout d'un coup, on a plein de solutions. Alors, il y a des façons de faire. On n'a même pas fini de les découvrir. Il y a peut-être même des opportunités d'avoir des brevets encore dans le domaine de la vie privée. Alors, oui, conformez-vous à la loi, mais faites-le d'une façon positive. Faites-le pour les bonnes raisons, pas juste pour la conformité, et faites-le pour développer des relations d'affaires qui vont être basées sur la confiance et qui vont durer à long terme. Et vous allez voir que j'ai rarement vu une entreprise partir des bonnes intentions et se retrouver dans une poursuite criminelle. Donc, partez des bonnes intentions, allez-y, on marche avant qu'on court et on suit des étapes logiques et on arrive évidemment à un certain moment où que ça fait partie de notre ADN. Et pour le reste, bien, il y a des gens qui sont là pour vous accompagner. Il y a des ressources également pour des startups, que ce soit le programme PIC. Il y en a qui existent. Alors, renseignez-vous si le problème est un problème financier, un problème de ressources, parce que vous n'êtes pas seul là-dedans et vous n'êtes pas non plus les seuls à devoir vous conformer à la loi. Merci, Vanessa. Écoutez, je vous remercie sincèrement tous les quatre d'avoir partagé, échangé avec nous aujourd'hui pour mieux comprendre cette loi-là et les événements futurs et pour vous préparer à cela. Donc, un très grand merci. En terminant, je vous dirais pour ceux qui nous écoutent, la semaine prochaine, évidemment, Finance Montréal est avec ses startups, mais aussi ses membres dans le cadre de notre mission au Canadian FinTech Summit à Toronto. Et pour ceux que ça intéresse également, notre cohorte actuelle en ESG Finance durable, le démodé aura lieu le 19 mai dans le cadre du sommet de la finance durable. Évidemment, ça va être diffusé, ça va être disponible en virtuel et ça va être également être possible d'être sur place pour voir nos startups. Donc, un grand merci. J'espère que ça vous a plu, puis à très bientôt. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.